Dans ce récit glaçant, une jeune artiste pleine de vie, Ellie Wakeak, voit son existence basculer dans l'horreur lorsqu'un ex-petit ami obsédé la traque sans relâche via des messages anonymes, des vidéos intrusives et des intrusions chez elle. Malgré ses appels à l'aide à la police, l'escalade mène à une disparition mystérieuse et une découverte macabre, son corps ligoté et asphyxié dans un champ. Découvrez comment une passion tordue a conduit à un meurtre effroyable, des preuves accablantes comme des recherches en ligne sur comment faire disparaître un corps, et un verdict qui laisse la famille brisée. Plongez dans cette histoire vraie de harcèlement fatal, restez pour la vérité complète qui vous entra. In this video, we explore the heartbreaking story of a young woman who became the focus of a dangerous obsession. This is the tale of Ellie Wakeak. Ellen Wakeak, que tout le monde appelle Ellie, a 23 ans et habite dans l'ouest de l'Ohio. Elle et sa famille ont d'abord déménagé de Minneapolis, dans le Minnesota, vers Westchester, et elle vit désormais seule avec son gecko de compagnie, Gail. Qui est Ellie? Ceux qui la connaissaient se souviennent d'Ellie comme d'une artiste libre d'esprit, avec une passion profonde pour la musique, l'art, la nature et les couleurs vives. Elle passait souvent du temps avec ses amis à faire du scrapbooking, à danser, à créer des bijoux ou à écrire. Elle avait un lien fort avec l'extérieur. Sa mère se rappelait que, même petite fille, Ellie était toujours dehors à planter des fleurs ou à construire des hamacs, toujours vêtue de ses plus beaux habits. Elle se préparait à de nombreuses opportunités excitantes et venait d'obtenir son diplôme de coiffeuse. Mais à l'approche de l'été 2018, son esprit habituellement joyeux commença à affronter de graves épreuves. Ellie se mit à recevoir d'étranges messages et des DM d'un individu inconnu utilisant de faux numéros de téléphone, des pseudonymes inhabituels et plusieurs comptes Snapchat, Instagram et Facebook. Bien qu'elle ait déjà connu ce genre de harcèlement de manière sporadique au cours de l'année précédente, cela devint maintenant incessant. Le ton et le style des messages la convainquirent qu'il s'agissait de la même personne, même si elle la contactait via différentes plateformes et appareils. La situation s'aggrava quand Ellie trouva une partie d'une vidéo sur Facebook qui avait été filmée juste devant sa maison. La personne responsable s'était même exhibée en s'asseyant à sa table de cuisine pour l'observer. D'autres vidéos similaires suivirent, chacune plus perturbante que la précédente. Juste au moment où il semblait que les messages ne pouvaient pas devenir plus terrifiants, la situation prit un virage dangereux. Comment cette personne avait-elle même pu entrer chez elle? Sa meilleure amie, Anna, la décrivit comme un jeu tordu et inquiétant de chats et de souris. Et pour Ellie, ce fut la goutte d'eau. Elle contacta la police, en leur fournissant un pseudonyme ou un numéro, Mickey ou Ma. Quand on lui demanda si ce nom lui évoquait quelque chose, Ellie expliqua que Michael était le nom d'un ex-petit ami d'il y a des années, mais elle n'avait aucune idée de qui était derrière ce harcèlement. La police rédigea un rapport et Ellie demanda quelles étapes elle devait suivre ensuite. Ils lui conseillèrent d'apprendre l'autodéfense et de rester à l'intérieur la nuit. Se sentant vaincue et incertaine que cela aide, Ellie accepta quand même et s'inscrivit à des cours avec sa mère, Tam. Malgré ses efforts, le harcèlement continua sans relâche. La police peina à tracer les messages car les numéros de téléphone étaient faux et liés à des sites web avec des indicatifs inhabituels. Trier toutes ces preuves numériques prendrait du temps. Peu après le premier appel d'Ellie, sa mère, Tam, fit un suivi, demandant à la police de noter encore plus de détails. Des agents visitèrent la maison d'Ellie et patrouillèrent le quartier 2 fois cette semaine-là, mais rapportèrent n'avoir rien vu de suspect. Cependant, les dossiers de police montrèrent plus tard que les 2 visites avaient duré moins de 5 minutes chacune. Finalement, Ellie se sentit en danger d'être seule chez elle, alors ses amis se relayèrent pour dormir sur place. Il devint clair que le harceleur n'hésitait pas à venir chez elle, laissant Ellie incapable de se sentir vraiment en sécurité tant que la personne n'était pas attrapée. « Que ferais-tu dans cette situation ?» lui demanda un jour un ami. « J'aimerais savoir comment aider, » dit-elle. « Je ne sais pas, » ajouta-t-elle, son expression chargée de tristesse. « Je suis seule et je ne sais pas vraiment comment me défendre. Ça me rend vraiment anxieuse. » Le harcèlement commence. Un jour, en discutant avec un ami de tout ce qui se passait, ils firent une découverte choquante via un nouveau compte Snapchat. Le compte était lié à Mikey, dont le vrai nom était Michael Strauss, l'ex-petit ami d'Ellie. Au début, Ellie n'arrivait pas à croire que ce pouvait être lui, mais le pseudonyme confirma son soupçon. « Bon sang, je sais qui c'est. » Elle envoya un texto à son ami immédiatement. Michael avait été son petit ami quand elle avait 17 ans. Leur relation avait commencé avec des intérêts communs pour la musique, l'art et les événements, mais les choses avaient vite tourné au vinaigre, et Ellie avait rompu le contact il y a longtemps.
Elle rapporta ses découvertes à la police. Le 28 juillet, elle envoya aussi un message à Nat, un ami en ligne. Ils avaient souvent parlé de se rencontrer en personne et avaient même prévu de le faire ce jour-là. Il envoya « Je n'apporte pas mon téléphone. Est-ce que ça va si je frappe juste ?» Mais il semblait qu'Ellie avait changé d'avis et décidé de rester chez elle. Nat demanda alors « C'est quoi cette histoire de type flippant qui te suit ?» Elle répondit « Lol, personne n'est flippant pour moi, donc je ne sais pas. » Quand il demanda ce qu'elle faisait, elle dit qu'elle était seule à la maison. Comme d'habitude, Ellie n'avait pas d'amis chez elle, donc elle se préparait à aller au lit toute seule. Bien qu'elle pensât parler à Nat, c'était en réalité un autre faux numéro et une identité factice. Et maintenant, Michael Strauss savait qu'elle était seule à la maison. Elle sécurisa la maison et scotcha ses rideaux comme elle le faisait toujours. Le 1er août 2018, après que personne n'ait pu joindre Ellie pendant plusieurs jours, sa mère Tam la signala disparue à la police. Il n'y avait aucun doute que sa disparition était liée au harcèlement. Sa voiture restait garée devant sa maison et ni son téléphone ni ses cartes bancaires n'avaient été utilisées. Une question pour la police était de savoir s'ils avaient examiné le téléphone d'Ellie pour tracer son harceleur avant qu'elle ne disparaisse. Mais la police de Westchester refusa de commenter. En fin de compte, son cas fut classé non pas comme harcèlement, mais comme abus de télécommunication. Un des numéros liés à Nat avait un indicatif 213. Le numéro avait été acheté en ligne, n'avait pas d'historique préalable et n'était lié à aucun autre téléphone. De plus, il n'avait pas été utilisé du tout depuis la disparition d'Ellie. Au cours des 2 semaines suivantes, les détectives recueillirent des informations du site web où le numéro avait été acheté tout en cherchant Ellie. Ils obtinrent le pseudonyme du compte, la date d'inscription, la dernière connexion et l'adresse e-mail, tout cela pointant directement vers son ex-petit ami, Michael Strauss. Au cours de la dernière décennie, Michael avait eu plusieurs arrestations pour inconduite publique, possession de drogue, vol d'identité et cambriolage. À la suite d'une accusation d'indécence publique en juin 2015, il fut obligé de suivre une année d'évaluation et de traitement en santé mentale. Dans les 53 minutes suivant l'envoi de son dernier message à Ellie, il avait déjà créé de nouveaux numéros de téléphone pour contacter d'autres personnes et enregistrer un nouveau compte sur le même site web. Tragiquement, Ellie fut retrouvée le 24 août, moins d'un mois après avoir été signalée disparue. Le corps d'Ellie fut découvert dans un champ près d'Oral Road. Elle était nue, enveloppée dans une couverture, ligotée avec du ruban adhésif et avait un sac en plastique sur la tête, ce qui causa sa mort par suffocation. Michael vivait juste de l'autre côté du champ où elle fut trouvée. À 4 heures du matin le jour suivant, la police de Westchester l'arrêta. Il fut détenu sous une caution de 4 millions de dollars pendant que les agents fouillaient sa maison et examinaient tous ses appareils électroniques. Les enquêteurs obtinrent des informations de Google montrant qu'une adresse IP liée à la résidence de Michael avait été utilisée pour rechercher des phrases comme « Combien de temps un corps mort sent-il et filles disparues à Hamilton ainsi que filles disparues à Westchester, Ohio ». Plusieurs personnes recherchèrent Ellie W. et l'étrangleur de Cincinnati 3 fois. Le 18 juillet, juste des jours avant sa disparition, des recherches liées à comment survivre en prison et un guide du survivant pour la prison étaient fréquentes, avec comment supprimer des photos d'un compte iCloud en seconde place. Les autorités découvrirent qu'il avait aussi cherché des termes comme porno forcé ado et viol forcé en jogging. La police déclara que d'autres recherches qu'il avait effectuées étaient si perturbantes qu'elles ne pouvaient pas être rendues publiques. Michael avait harcelé des joggeuses dans des parquets depuis des voitures pendant des mois, en filmant beaucoup d'entre elles. Les enquêteurs trouvèrent aussi une photo sur son téléphone montrant le champ où le corps d'Ellie fut découvert, capturé via l'application Maps. Quand on l'interrogea, Michael montra peu de préoccupation, offrant une excuse vague qu'il faisait des recherches pour un scénario en raison de son travail dans l'industrie du cinéma. La preuve la plus accablante, cependant, fut trouvée chez lui. Le permis de conduire d'Ellie, une mèche de ses cheveux et son collier rose caché dans son portfolio d'art. Les enquêteurs, de plus en plus frustrés par son arrogance et son évasivité, étaient déterminés à découvrir toute la vérité. Confronté par la police, il prétendit que tout avait été un accident. Il dit qu'Ellie avait soi-disant accepté de l'aider à faire un film sur le thème de la torture, quelque chose qu'il affirmait faire professionnellement pour un revenu significatif. Selon lui, elle s'était étouffée pendant le tournage, avec un sac en plastique sur la tête. Il insista que les caméras tournaient déjà quand sa mort fut enregistrée par inadvertance. Il prétendit avoir regardé la vidéo, l'avoir supprimée et jeté la carte mémoire.
Si la vidéo a jamais existé, elle n'a jamais été récupérée. Lors d'une fouille de son sous-sol, les autorités trouvèrent un lit avec des menottes encore attachées. Les détectives étaient convaincus qu'Ellie n'avait jamais consenti à quoi que ce soit de ce genre. Mais les preuves peignaient un tableau glaçant des circonstances entourant sa mort. Il devint évident que Michael avait enlevé Ellie de force de sa maison pour la ramener chez lui. Un grand jury porta 9 accusations contre Michael Strauss, âgé de 29 ans, incluant meurtre aggravé, 3 chefs de falsification de preuves, harcèlement menaçant, vol mineur, abus d'un corps et abus grossier d'un cadavre. Un service commémoratif pour Ellie eut lieu le 1er septembre. Les participants furent invités à porter du TIED et à apporter des objets pour un scrapbook. Certains apportèrent des tambours pour jouer de la musique, célébrant les choses qu'Ellie avait aimées le plus. Les fonds récoltés furent destinés à planter un arbre en sa mémoire. Le lendemain, un rassemblement fut organisé pour honorer sa vie. L'enquête fut exhaustive, produisant plus de 800 pages de preuves soumises au tribunal. Quand Michael apparut en cour, son équipe de défense présenta leur théorie sur comment Ellie pourrait être morte. Bien qu'il ait admis son implication, ils demandèrent l'accès à ses dossiers médicaux et aux notes de son thérapeute. Ils suggérèrent sans beaucoup de détails que ses propres luttes ou une possible mauvaise utilisation de médicaments pourraient avoir contribué à sa mort. Le procureur qualifia l'argument non seulement de confus, mais aussi d'insultant vu la façon dont le corps d'Ellie fut trouvé et les résultats de l'autopsie. Le verdict. Finalement, Michael Strauss admit avoir tué Ellie, éliminant le besoin d'un procès. 6 des accusations originales furent abandonnées. Ce qui signifie que son plaidoyer de culpabilité aboutit à une sentence significativement réduite. Au moment de la sentence, Michael déclara « Je ne sais pas où mon cœur est allé. Je n'ai jamais voulu blesser quiconque. S'il y avait un moyen de ramener Ellie, je prendrais sa place en un instant, dit Michael. » Le père d'Ellie, David, répondit. Ma foi me dit de pardonner, mais elle ne dit pas quand, et je ne sais pas si j'y arriverai un jour. La mère de Michael contacta aussi la famille d'Ellie, exprimant son chagrin pour tout ce qui s'était passé et disant qu'elle se sentait malade à ce sujet. Le juge prononça la sentence la plus sévère possible. Pourtant, elle offrit peu de réconfort à la famille et aux amis d'Ellie. Michael fut condamné à 17 ans et demi de prison, 15 ans à perpétuité pour meurtre, 18 mois pour harcèlement menaçant et 1 an pour abus d'un corps mort. Les sentences seront purgées consécutivement avec crédit pour le temps déjà servi. Michael ne sera éligible à la libération que 2 fois. D'abord en 2036 et ensuite en 2041. C'était regrettable que son cas ne permette pas l'emprisonnement à vie sans libération conditionnelle, mais le juge n'avait pas l'autorité pour changer cela. Beaucoup de gens continuent de lutter pour comprendre ce qui l'a motivé. Les procureurs dirent qu'ils ne pouvaient que spéculer, bien qu'ils croient que le crime fut motivé par le mal pur. Le film perturbant que M. Strauss a écrit, réalisé et produit était entièrement sa propre création. Ce cas se lit comme un roman noir criminel. Glaçant et tragique. C'est déchirant qu'Ellie ait obéi à tout ce qu'on lui demandait, pourtant ça s'est terminé comme ça. À quoi bon? Demanda Anna, sa meilleure amie. Une revue interne de la façon dont les appels répétés d'Ellie à la police furent gérés aboutit à ce que le chef de la police de Westchester suspende un officier sans salaire pour 40 heures pour violation de protocole. L'officier de police James Thomas omit de documenter correctement les informations ou de mener une enquête approfondie quand Ellie déposa son rapport le 11 avril 2018. L'officier Thomas aurait dû agir avec plus d'urgence et prêter une attention plus proche aux détails pour assurer la sécurité d'Ellie, mais cela ne se produisit pas. Le rapport omit des informations cruciales, incluant le fait qu'Ellie avait un ex-petit ami nommé Michael. Et il n'enregistra pas son nom de famille ni son adresse. La connexion au nom Mikey ou M ne fut jamais investiguée. De plus, le rapport exclut les emails et vidéos qu'Ellie avait fournis. L'officier Thomas ne nota pas avoir reçu un email d'Ellie le 1er mai 2018, avec des textes supplémentaires, ni n'en scana ou documenta ses messages. Les documents judiciaires indiquent aussi que Michael Strauss est suspecté dans plusieurs autres crimes. Un des anciens connaissances de Michael affirma qu'il avait confessé avoir tué une femme nommée Shelley et jeté son corps dans un ruisseau. En parlant de cela de la même manière glaçante qu'avec le meurtre d'Ellie. Cependant, la police de Westchester fut incapable de vérifier cette allégation et ne connaissait pas l'identité de la personne la faisant. En janvier 2018, une femme en course sur sentier fut attaquée par un homme portant un sweat à capuche noire et un masque facial. Il l'attrapa par le visage et le cou, la tira dans l'herbe et lui dit de se taire. Elle réussit à le repousser et à s'échapper.
Michael avait un intérêt documenté pour harceler les coureuses féminines, comme en témoignent les nombreuses vidéos qu'il avait enregistrées d'elles. C'est probablement pourquoi les autorités le suspectent dans d'autres cas. L'historique de Michael de comportement dangereux et instable soulève des questions sur combien de personnes il a pu blesser. Aux États-Unis seulement, environ 13,5 millions de personnes sont harcelées chaque année, avec près d'une femme sur 3 et un homme sur 6 subissant du harcèlement à un moment de leur vie. Le comportement de harcèlement est présent dans 94% des cas de meurtre sous diverses formes. Un officier de police remarqua que le harcèlement est comme assister à un meurtre se dérouler lentement. La mère d'Ellie, Tam, dit « Chaque fois que son esprit n'est pas concentré sur autre chose, la pensée de ma fille surgit. Alors qu'Ellie prenait son dernier souffle, je peux encore sentir la peur et l'horreur qu'elle a dû vivre, en regardant son tueur à travers le plastique avec du ruban autour de son cou et de ses bras. » Elle dit qu'il était évident qu'Ellie Wakeak avait touché la vie de nombreuses personnes. « Nous voulions juste ramener un peu de couleur dans l'obscurité », ajouta sa cousine. Honnêtement, je ne pense pas qu'il y aura jamais une paix complète. Jour après jour, ça devient un peu plus facile à gérer, mais une vraie paix pourrait ne jamais venir. Ellie a toujours été et sera toujours une partie de la famille. Nous la reverrons. C'est quelque chose que nous savons. Ça pourrait prendre longtemps, mais nous le ferons. Le jour où son corps fut trouvé, un arc-en-ciel apparut au-dessus du champ où elle était, avec le soleil brillant directement sur elle. Sa famille interprète cela comme un signe qu'elle était avec eux, leur faisant savoir que tout irait bien et les remerciant de l'avoir trouvé. Cela sert de rappel à toujours chercher le bien et la couleur, même dans les moments les plus sombres et les plus gris. Si vous avez trouvé ce cas fascinant, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Nous postons des vidéos de cas criminels chaque soir. À la prochaine, restez vigilants, restez alertes.